D'abord l'essentiel, le chauffage. Là où les effets sont les plus évidents, les augmentations les plus douloureuses. Depuis 5 mois, le prix de l'huile légère numéro 2 pour le chauffage central est passé de 25 à 35 cents le gallon. Elle était à 19 cents il y a 2 ans. Répercussions prévisibles, les loyers vont augmenter. On s'attend à ce que les locataires paient au renouvellement de leur bail de 10 à 20 % de plus pour se loger. Dans les quartiers défavorisés, on a déjà commencé à payer la note. L'huile dite à poil se vend maintenant 2 fois plus cher qu'au mois d'août. L'augmentation du prix de l'essence n'est pas aussi grande qu'on peut le croire, comme si on voulait ménager l'industrie automobile. Ainsi, le super et l'ordinaire ne se vendent aujourd'hui que 5 cents de plus qu'en août dernier. Mais attention, le plus dur s'en vient. Un détaillant nous a annoncé qu'il nous faudra probablement payer $1 le gallon en fin février, début mars. Qu'on se le dise, il est horriblement dangereux de stocker de l'essence. En explosant, un gallon d'essence cause autant de dommages que 14 bâtons de dynamite. Pour clore ce chapitre, signalons qu'on ne trouve plus d'appareils de chauffage électrique dans le commerce, les ventes ont plus que doublé, on ne suffit plus à la demande. Pour ce qui est du transport en commun, peu de conséquences. Pas plus de passagers qu'avant, mais bien sûr, le carburant est beaucoup plus cher. Le porte-parole du CN nous a rappelé qu'après le bateau, le train est le moyen le plus économique de se rendre d'un point à un autre. Le train, dit-on, dépense 100 fois moins d'énergie que l'avion. Au sujet du transport aérien, répercussions beaucoup moins dramatiques ici qu'aux États-Unis. Air Canada et CPR ne prévoient pas de mise à pied. Cependant, des vols seront fusionnés entre le Canada et l'Europe pour quelques semaines à partir du 15 janvier. Aux États-Unis, la situation est plus grave. Les compagnies aériennes ont mis à pied près de 30 000 personnes. L'industrie automobile est atteinte. À Oshawa, où on fabrique des grosses voitures, 1100 employés ont été remerciés. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. À Sainte-Thérèse, où on fabrique des petites voitures, la production a augmenté. On vient d'embaucher 700 ouvriers et 60 employés de bureau. Somme toute, l'économie du Québec ne souffre pas encore beaucoup de la soi-disant crise. On nous a cependant signalé des mises à pied dans 2 usines fabriquant des objets à partir de sous-produits du pétrole. Nous allons maintenant voir si ces brèves constatations sont partagées par un certain nombre de personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus ces derniers jours. Il n'y a pas de crise de l'énergie parce que le ravitaillement de l'essence est suffisant. Et nous croyons, nous hôteliers, nous croyons que nous pouvons jouer une carte publicitaire très intéressante en disant aux Américains, à ceux qui manquent d'essence, venez au Canada, venez au Québec, nous avons toute l'essence qu'il vous faut. Est-ce qu'il y a d'après vous une crise d'énergie? Personnellement, j'y crois. Oui. Absolument, absolument. Comment elle se manifeste cette crise? Bien, d'après moi, disons que personnellement, je trouve que ça peut être style racket de compagnie, si on peut dire, pour le gaz. Là. Disons qu'ils prétendent... Comment elles font ça? Bien, disons qu'ils font comme... ils retiennent. Je dirais qu'ils retiennent le gaz. Ils veulent faire, disons, une crise en le retenant, prouvant qu'il n'y en a pas. Je crois personnellement que c'est absolument faux, vu qu'il y a des analystes qui prévoient ça des années à l'avance. Nous, les marchands indépendants, nous sommes les premiers, je pense, frappés avant le consommateur. Parce que l'état d'esprit qui règne partout, actuellement, avec cette prétendue pénurie de pétrole, place les indépendants dans une très mauvaise situation. La concurrence est déloyale de la part des compagnies majeures. Et aussi, nous sommes réduits avec des quotas. Alors, c'est très difficile de travailler dans une situation semblable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour le Québécois moyen, là? Ben, pour le Québécois moyen, il est sûr que c'est lui qui, en définitive, paie la note. Il y a une crise ou il y a une pénurie? Disons qu'on ne sait pas exactement au juste où on en est, étant donné qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on suive tout simplement. Alors, quelle que soit l'augmentation, on est obligé de suivre. Qui est responsable? J'en ai aucune idée. Nous. Ben, ça a l'air qu'ils nous disent que c'est les Arabes, là. Je sais pas si c'est vrai, ça. Je pense pas que ce soit vrai. Non, alors ce serait qui dans ce cas-là? Ben, il me semble que c'est... Il y en a qui font de l'argent avec ça. Ça sera plutôt des capitalistes. On a dit que c'était les Arabes qui étaient responsables. Ah ouais, les Arabes. Il n'y a pas que contre du pétrole. C'est la mode de mettre ça aux Arabes avec la guerre de l'Orient. Les véritables auteurs de la crise, s'il y en a une, ce sont les grandes compagnies multinationales. Parce que bien souvent, on a découvert qu'en Amérique du Nord, tout au moins, je ne parle pas de l'Europe et en particulier des Pays-Bas ou de la Grande-Bretagne, mais en Amérique du Nord, tout au moins, il semble bien que les stocks aient
était toujours à peu près complet. C'est-à-dire que les réservoirs étaient pleins et qu'il n'y a jamais eu véritable pénurie. Mais que les grandes compagnies multinationales ou américaines ont profité de l'attitude des Arabes pour faire penser au monde qu'il y aurait pénurie et donc que les prix devaient monter. Et ceci correspond à une stratégie qui est orchestrée depuis longtemps. Les grandes compagnies veulent que les prix montent depuis longtemps pour pouvoir s'intéresser, non seulement pour obtenir plus d'argent pour leurs produits, mais pour pouvoir s'intéresser à d'autres gisements qui sont moins rentables que ceux qu'ils exploitent actuellement. Je pense qu'on n'a pas de crise d'énergie encore. Il faut peut-être faire attention un peu, mais au Canada, il n'y en a pas. Peut-être aux États-Unis. I think crisis is too strong a word. It's a word that the media love to use, but I think you can't really describe our problems in Canada this winter and for the next few winters as a crisis. I think they're problems. S'il y a crise du pétrole, ça, moi-même, je peux pas le dire. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui en profite. Disons que ça doit être les vendeurs d'huile qui veulent faire plus de profit. Aujourd'hui même, là, à l'heure que je vous parle, je manque d'huile à la maison. Je suis une cité sociale, puis c'est impossible de m'en payer à 50 cents le gallon. C'est impossible. C'est une chose que toutes les cités sociales, là, ils nous ont augmenté de 5 % sur notre chèque, mais on n'est pas capable quand même de... Ils nous augmentent de 5 % puis ils augmentent l'huile de 10 % puis de 100 %. Qu'est-ce que vous voulez faire? Chauffer avec le fourneau? Dans mon cas, moi, j'ai essayé d'arranger ça. Je roule en petite voiture. Les petites voitures jouissent de la faveur du public actuellement et on peut attribuer cette faveur à plusieurs raisons, dont la première est évidemment la consommation réduite d'essence. Malheureusement, nous sommes un peu handicapés par les lois canadiennes qui sont assez strictes au sujet anti-pollution et qui nous obligent à de nombreuses études, de nombreuses modifications sur nos voitures. Pour vous citer, la consommation d'essence avec les systèmes actuels d'antipollution augmente d'à peu près 30 %, ce qui paraît franchement anormal dans une période où il y a une crise du pétrole, d'augmenter artificiellement la consommation dans ces proportions. Pour moi, il n'y a pas de crise d'énergie. Ça serait un coût qui serait plus ou moins monté. Parce qu'ici, moi, j'ai remarqué qu'on paye le gallon d'essence très bon marché. Aux États-Unis, on le paye encore plus bon marché qu'ici, alors que l'Europe, ça fait des années qu'ils payent le gallon d'essence à un prix qui paraît exorbitant par rapport à ici. Vous trouvez donc que c'est normal que l'essence augmente maintenant? Non, c'est pas normal, vu qu'on a de la production qui est massive. Alors, je ne trouve pas ça normal. À mon avis, il y a bel et bien crise du pétrole au Canada, comme dans le reste du monde, et au Québec, comme dans les provinces de l'Atlantique, plus encore que dans le reste du pays. Le Canada, comparativement à d'autres pays comme le Japon ou les pays européens, se tirerait fort honorablement de ce revers économique s'il lui était possible d'en répartir équitablement les avantages et les inconvénients entre les diverses régions du pays. C'est d'ailleurs l'intention déclarée du gouvernement Trudeau de procéder à pareille répartition. Mais je doute que M. Trudeau parvienne à faire ce qui serait vraiment équitable pour le Québec, par exemple, malgré toute sa bonne volonté. En effet, la partie de souk à la corde qui se jouera à Ottawa à la fin du mois lors de la conférence nationale sur l'énergie sera très dure et on peut prévoir que l'Alberta tirera fortement la corde pétrolière vers l'ouest. Pour résister, M. Trudeau aurait besoin de l'appui agissant et énergique du gouvernement Bourassa. Or, la position québécoise dans cette affaire paraît très faible, paraît mal éclairée et penche assez stupidement, à mon avis, du côté de l'Alberta plutôt que de celui d'Ottawa. Pour toutes ces raisons, je suis plutôt pessimiste. Je crains que le Québec ne sorte perdant de cet affrontement et que sa position économique s'en trouve détériorée pour longtemps. Est-ce que ça t'inquiète qu'un jour, il puisse y avoir, par exemple, beaucoup moins de pétrole, peut-être que l'électricité sera vraiment beaucoup plus chère? Ça t'inquiète un peu, ça? Ben, oui puis non, parce que si ça devient excessivement cher, je m'en irai dans un pays plus chaud.